Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le dimanche 13 juillet 2025, épisode 354. En direct de l'Indre, je partirai juste après l'enregistrement de cet épisode. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, l'Afrinic, élection annulée, l'ICANN menace d'intervenir. Des fraudes présumées sur des procurations, des absences de transparence, l'ICANN envisage des mesures exceptionnelles. GPU Hammer attaque Raw Armor ciblant les GPU Nvidia. Accélération silencieuse des modèles d'IA, accuracy réduit à 0,1%, A6000 visé, ECC conseillé. Bitcoin dépôt, fuite de données pour 27 000 utilisateurs. Des identifiants, des pièces d'identité, des P2 exfiltrés, notifications tardives, surveillance recommandée. Telegram, un russe extradé pour vente de données sensibles. Exploitation de bases de données du FSB et MVD, extradé depuis l'Indonésie, enquête en cours en Russie. Citrix Blade 2, une exploitation confirmée, la CISA demande un patch en 24 heures sur la CVE 2025 5777. Exploit actif, token de session exposé, une deadline demandée par la CISA record. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources citées dans cet épisode sur le site de radiocesseur.org. Et pour rappel, la newsletter numéro 19 est sortie hier samedi. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Abonnez-vous. La société Afrinic, responsable de l'attribution des adresses IP pour l'Afrique et l'océan Indien, a annulé son élection de juin sans fournir d'explication officielle. L'annulation fait suite à des signalements d'irrégularités documentaires. Selon son comité de nomination, des préoccupations ont émergé concernant l'authenticité de procurations utilisées pour voter. L'ISPA d'Afrique du Sud a révélé que lors du vote en présentiel du 23 juin, un groupe aurait présenté des procurations représentant près de la moitié des membres ressorts de l'Afrinic. Plusieurs de ces procurations se sont avérées frauduleuses. Dans un cas, un membre a tenté de voter en personne, mais une autre personne avait déjà voté en son nom. Dans un autre cas, une procuration préalable enregistrée a été supprimée du système au moment où une copie a été demandée. L'ICANN, Organisation mondiale de gouvernance de l'Internet, a exprimé son mécontentement dans une lettre datée du 3 juillet. Son président, Kurt-Erik Lindvik, y critique le manque de transparence du mandataire judiciaire Afrinic, exigeant la publication des résultats complets de l'enquête, et l'ICANN évoque la possibilité de nommer un remplaçant d'urgence conformément à ses politiques. Cloud Innovation Limited, entreprise basée aux Seychelles, a engagé une procédure judiciaire pour dissoudre Afrinic. L'entreprise, en conflit de longue date avec le registrar, considère que l'annulation d'une élection par une seule procuration contestée crée un précédent dangereux. Elle propose de dissoudre Afrinic et de transférer ses responsabilités à une nouvelle structure plus fiable. Un avis de presse indique que la procédure de liquidation a été déposée et Afrinic a jusqu'au 24 juillet pour y répondre. C'est pas de la cybersécurité à l'état brut, mais il faut voir que les registrars sont ceux qui ont quand même la possibilité de donner des noms de domaine, d'arbitrer en cas de conflit sur les noms de domaine, et ainsi que sur les adresses IP. Et donc tous les blocs d'adresses IP font partie des éléments géostratégiques que doivent avoir certains pays. Assez sympa à lire les rapports. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. La société Nvidia alerte sur une nouvelle variante de l'attaque Raw Armor ciblant ses GPU. Nommée GPU Hammer, cette technique permet à un attaquant d'induire des bit flips dans la mémoire GDDR6 comme celle des cartes Nvidia A6000, en dépit des protections existantes telles que le Target Raw Refresh. L'attaque a été démontrée par des chercheurs de l'Université de Toronto. Un simple bit flip peut suffire à dégrader l'exactitude d'un modèle de deep learning tel que DNN ImageNet de 80% à 0,1%. Cette altération silencieuse des points internes impacte directement la fiabilité des inférences sans altérer les entrées ni le code du modèle. GPU Hammer introduit une surface d'attaque inédite dans les environnements mutualisés, sur des plateformes cloud ou VDI avec partage de GPU. Un locataire malveillant pourrait perturber les charges de travail d'autrui sans accès direct en manipulant la mémoire partagée. Nvidia recommande l'activation de l'ECC via la commande NVIDIA-SMI espace E1 et sa vérification avec NVIDIA-SMI-Q pipe grep ECC. L'ECC peut entraîner une baisse de performance de 10% inférieure sur une A6000 et une réduction de capacité mémoire de 6,25% pour être précis. Toutefois,
Les GPU récents, comme le H100 ou la RTX 5090, intègrent une correction d'erreurs matérielles sur puce, les rendant non vulnérables. Les implications de GPU Hammer s'étendent au système embarqué, à l'IA embarquée et aux applications critiques, où les erreurs silencieuses peuvent compromettre les exigences de sécurité ou de conformité réglementaire. Les normes telles que l'ISO IEC 27001 ou le futur EU-AI Act imposent désormais d'inclure l'intégrité mémoire GPU dans les périmètres d'audit. En parallèle, les chercheurs des laboratoires de NTT de Central Supélec ont présenté Crowhammer, une attaque Rowhammer ciblant le schéma post-quantique Falcon. En provoquant un bitflip sur la table RCDT, ils ont démontré la possibilité de récupérer une clé de signature avec quelques centaines de millions de signatures, voire moins selon le nombre de bitflips. Article hyper intéressant, c'est un peu technique, c'est velu, mais ça nous montre déjà que l'intelligence artificielle est devenue un terrain de jeu pour les cybercriminels. La société Bitcoin Depot, opérateur majeur de distributeurs automatiques de crypto-monnaies, a révélé une violation de données ayant compromis les informations personnelles de 27 000 utilisateurs. L'intrusion, détectée le 23 juin 2024, donc ça fait plus d'un an, a été confirmée par enquête numérique le 18 juillet 2024. La notification des personnes concernées n'a eu lieu qu'après la fin de l'enquête fédérale, le 13 juin 2025. Donc, une compromission a lieu le 23 juin, vous travaillez avec les autorités, et ils vont se mettre à prévenir leurs clients. C'est comme le fonds du commerce, c'est pas que... Ils vont attendre qu'il y ait la fin de l'enquête fédérale, etc., pratiquement un an plus tard. L'analyse forensique a révélé l'accès non autorisé à des documents contenant des identifiants personnels. Les techniques utilisées par les attaquants évoquent une campagne structurée de récolte de données en vue d'un usage ultérieur, notamment l'usurpation d'identité ou le phishing. Les données compromises incluent les noms, numéros de téléphone et numéros de permis de conduire. Pour certains utilisateurs, les adresses, dates de naissance et adresses e-mail ont également été exposées. Et cette exposition augmente significativement les risques de fraude identitaire synthétique. Alors, ce qu'on appelle des fraudes identitaires synthétiques, c'est de l'usurpation d'identité pour faire des crédits. Bitcoin Depot a renforcé ses mesures de cybersécurité avec une authentification multifacteur étendue, une surveillance SIEM en temps réel et une formation accrue du personnel aux risques liés à l'ingénierie sociale. L'entreprise collabore avec les autorités fédérales, possiblement sous l'égide de la CISA, mais nous n'avons pas la preuve, pour traquer les auteurs et limiter la portée de l'attaque. L'entreprise recommande aux utilisateurs impactés d'activer des alertes anti-fraude et des gels de crédit auprès d'Equifax, Experian et TransUnion, et de surveiller leurs rapports de crédit disponibles via différents sites web. Toutes les anomalies doivent être signalées à la FTC. Bref, ça s'appelle une belle fuite de données. Un ressortissant russe est accusé d'avoir vendu des données personnelles sur Telegram et a été extradé d'Indonésie vers la Russie. Alexander Gvzerev, arrêté à Bali en 2022, a été remis aux autorités russes et transféré à Moscou ce vendredi selon des médias locaux. La justice russe accuse Zverev d'avoir irrigué un réseau cybercriminel entre 2018 et 2021, ayant profité de la revente d'informations sensibles extraites des bases de données du ministère de l'Intérieur, le fameux MVD, du FSB, les services de renseignement russes, et d'opérateurs téléphoniques russes, via une chaîne Telegram dont le nom n'a pas été divulgué. Il aurait permis à des abonnés d'acheter des informations privées sur des citoyens russes. Zverev était recherché au niveau international depuis mars 2022. Un tribunal russe avait prononcé son arrestation par contumace. Il est poursuivi pour corruption, abus de pouvoir, divulgation illégale d'informations et autres violations du code pénal russe. Selon Arli Seregar, responsable du centre d'information juridique du bureau du procureur général indonésien, la remise de Zverev s'est justifiée par son statut de citoyen russe. L'Indonésie a renoncé à le poursuivre localement. Cette extradition intervient alors que plus tôt dans la semaine, la France a arrêté à la demande des États-Unis le basketteur professionnel russe Danil Kazatkin, soupçonné d'implication dans un groupe de ransomware ciblant des entreprises et agences fédérales américaines. Les diplomates russes n'ont pas encore obtenu l'accès à Kazatkin. Bref, c'est pas une bonne idée d'aller revendre les dossiers du FSB, quoi. Alors cette annonce, j'ai eu beaucoup de mal, mais je vous la confirme, elle est aussi bien disponible sur le site de la CISA que sur d'autres sites. La CISA a officiellement inscrit la CVE 2025-5777, surnommée Citrix Blade 2, dans son catalogue des vulnérabilités exploitées, le fameux KEV, et a imposé aux entités fédérales un délai de rémédiation, et accrochez-vous bien,
d'une journée. Le délai, il est d'1 jour pour appliquer les correctifs. Il faut savoir que quand la CISA vous demande en tant qu'agence fédérale ou si vous êtes sur le PCEB aux États-Unis, si vous ne le faites pas, vous allez avoir des amendes. Vous allez avoir pas mal de... Ça va être assez coercitif. Et d'après les journalistes, il s'agit du délai le plus court jamais imposé depuis la création de ce fameux catalogue KEV, soulignant la gravité critique de l'exploitation en cours. Vous imaginez, demain matin, vous arrivez mardi après le pont du 14 juillet, ce sera le cas, et vous dites à vos boss, à votre DSI, déjà vous allez commencer par votre DSI, la base. Vous dites, écoute, tous tes Citrix, tu dois les patcher là, t'as 24 heures. 24 heures. Tu fais les environnements de test, les environnements de pré-prod, les environnements de production. Et puis si tu le fais pas, t'as une pénalité. Imaginez la tête du DSI qui doit aller voir les membres du COMEX en expliquant qu'il y a des risques de perturbation potentielle sur ces systèmes de prod, etc. etc. C'est juste incroyable ce délai. Mais d'un autre côté, en tant que professionnel de la réponse à incident, c'est vrai que la première fois quand on vous demande de patcher en 24 heures, vous dites c'est impossible. Et puis quand vous allez vous poser par rapport à cette première injonction qui a été faite, vous allez vous dire comment je fais si je dois le faire. Voilà, demain matin, j'ai 80 000 serveurs, je fais comment ? Comment je mets en place un plan de marche pour le faire et pour y arriver. Et là, ça va être intéressant. C'est-à-dire qu'on va sortir du côté négatif en disant « je ne peux pas le faire ». C'est « ok, de toute manière, j'ai pas le choix, j'ai 24 heures. Comment je peux faire ? Est-ce que utiliser des technologies comme Ansible, ça peut être jouable ? Est-ce que avoir une armée d'administrateurs qui vont se connecter, ça va être jouable ? Ça va vous imposer un exercice de style qui est assez intéressant. Beaucoup de stress, mais assez intéressant. Alors, quelques détails sur la vulnérabilité. La CVE 2025-5777 est une faille de sécurité liée à la lecture mémoire hors limite. C'est le fameux Out of Bounds Memory Read, affectant les appliances Citrix NetScaler ADC et Gateway. Lorsqu'elles sont configurées comme serveur virtuel AAA ou passerelle VPN, ce défaut permet un accès non autorisé à des zones mémoire sensibles, compromettant potentiellement des tokens de session utilisateurs et d'autres informations critiques. Citrix a bien entendu publié des correctifs le 17 juin 2025. L'exploitation est quand même confirmée. Le 27 juin, ReliaQuest a détecté les premiers signes d'exploitation active. Le 7 juillet, des chercheurs de Watchtower Horizon 3 ont publié des proof of concept, des fameux POC, démontrant comment voler des sessions utilisateurs via cette vulnérabilité. Par la suite, la vulnérabilité a été massivement exploitée. Des acteurs malveillants ont activement échangé, testé et perfectionné ces fameux POC sur des forums spécialisés. Et la CISA a depuis confirmé que des exploits publics circulent activement. Alors quand la CISA, c'est comme la NSSI, quand ça vous dit que c'est exploité, là, il faut vraiment se bouger, quoi. Et la réaction de la CISA, face à l'ampleur de cette menace, c'est qu'elle a exigé que sur les systèmes fédéraux, ils appliquent les correctifs de Citrix sans délai. Les 24 heures, c'est vraiment du sans délai. Suivre les directives du BOD 2201, qui concernent les services cloud. Désactiver les appliances si les mesures de mitigation ne peuvent pas être mises en œuvre. Vous voyez, vous avez déjà un début de réponse. Si demain matin, vous devez, en 24 heures, migrer 5000 serveurs, vous allez avoir un impact sur le business, c'est tout à fait normal, mais vous ne pouvez pas, qu'est-ce qu'a demandé la CISA ? Qu'est-ce que demandera de certains régulateurs pour ceux qui sont régulés ? T'éteins tes machines, mon gars. Mais au moins, tu ne seras pas compromis. Et cette faille, on la compare vraiment à Citrix Blade, la CVE 2023-4966, largement exploitée en 2023. Et voilà ce qui justifie son surnom de Citrix Blade 2. Bref, vous l'aurez compris. On ne réfléchit pas. On patch son Citrix. Et voilà, cet épisode du dimanche 13 juillet 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. C'est la fête nationale, mais Radio C-Sort sera toujours présent au rendez-vous. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires, écrivez-moi, laissez-moi un mail, laissez-moi un message sur le répondeur. Je vous répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une très belle fin de week-end. J'espère que vous en profitez bien. Il fait hyper beau dans l'Indre. Et on se retrouve demain dans le sud de la France. Je vous embrasse très fort. Au revoir.